Ouais. Ça va, on y est? Bon. Allez, très bien. Mais écoutez, le deuxième exposé, ça va être celui du professeur Gros, qui va nous parler de sujets qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, donc qui concerne donc, la série géante. Je laisse la parole au professeur Gros. Merci. Bien, bonsoir à tous. Alors, effectivement, je vais venir vous parler de cette bactérie-là. Donc, c'est une bactérie de relativement grande taille, on l'a qualifiée comme bactérie géante et qu'on a découvert dans les mangroves de Mayotte. Alors, à titre d'introduction, si vous voulez plus d'informations, c'est tiré d'un papier qu'on a publié dans Science avec Volant en premier auteur. Donc, ça date à peu près d'1 an. La publication était du mois de juin 2022. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire qui est détaillée dans ce papier. Alors, les mangroves, pour beaucoup de gens, ça correspond plus à une forêt tropicale qui est située entre la mer et le terrestre. Ce que vous avez une image ici, c'est le nord de la basse terre, du côté de Sainte-Rose. Vous avez effectivement toute la partie verdâtre qui va correspondre à de la forêt, le marin et autour, une petite rivière au milieu, voilà. Dans ces mangroves, il y a plusieurs aspects. Soit vous vous intéressez à la partie purement végétale, ce qui n'est pas mon cas, soit vous allez plutôt du côté marin et regarder ce qui se passe en microbiome, ça c'est plutôt ma partie. Donc on est allé voir de ce côté-là. Alors ces mangroves, pour beaucoup de gens, les mangroves ont un aspect, on va dire une connotation plutôt négative. Les gens pensent souvent à une eau plutôt noire, boueuse, avec des moustiques, ça sent pas bon, etc., etc. En fait, ce n'est pas que ça. Vous pouvez avoir ce genre d'image, c'est une image qui a été prise au niveau de la Guyane, où on a effectivement des grandes étendues d'eau un peu marron. Ça ne donne pas forcément envie d'aller tremper dedans. En plus, en fonction des pays dans le monde, on va avoir des bêtes un peu dangereuses, genre des caïmans, des serpents, des choses comme ça. Ce n'est pas le cas chez nous. C'est beaucoup plus calme de ce côté-là. Voici, alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça marche. Là, vous avez une photo de ce qu'on appelle l'arrière-mangrove, qui correspond aux forêts marécageuses. Donc là, vous avez des arbres qui sont assez jolis en soi, des ptérocarpus, vous avez de l'eau qui va être stagnante, mais c'est de l'eau qui n'est pas encore de l'eau complètement marine, qui n'est pas de l'eau douce non plus. Vous êtes aux alentours de 5 grammes par litre, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de papiers qui se focalisent sur cette partie de la mangrove, mais nous, là où on va aller jouer, c'est de l'autre côté. Vous venez par bateau, et en fait, nos terrains de jeu correspondent plus à ça. Donc, c'est des forêts de palétuvier rouge. Vous venez donc en bateau, en paddle, en kayak, ce que vous voulez. Et en fait, la partie qui va être surtout intéressante, c'est joli pour vous regarder en surface. Mais l'intérêt va aussi se situer sous l'eau. Cette photo, quand elle va se remettre un peu plus claire, je ne sais pas, vous montre que l'eau n'est pas trouble. On voit à travers. Vous mettez un masque dans un rebord, en tout cas chez nous, sauf période de grosse pluie, vous avez une visibilité à 5, 6, 7 mètres sans aucune difficulté. Et l'intérêt qu'on voit aussi sur ces photos, vous voyez la surface de l'eau qui est en haut, un peu en effet miroir, mais sur le sédiment, on a une accumulation importante de feuilles, de branches, bref, de matière organique. Et qu'est-ce qui va se passer? Chez nous, on n'a pas de phénomène de marée importante. L'eau ne se retire pas, il n'y a donc pas d'exondation de cette matière organique, ça reste constamment sous l'eau, et ça va se rencontrer petit à petit dans le sédiment. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir deux phénomènes. La matière organique, les feuilles, les branches vont avoir tendance à disparaître dans le sédiment, et on va voir apparaître par endroits des tapis comme ça, plus ou moins comme un châtre, qui sont en fait des tapis de bactéries. Et comment ça fonctionne? Relativement simple. Vous avez la matière organique qui va donc descendre dans le sédiment est anoxique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Les bactéries, certaines bactéries qu'on appelle des bactéries sulfato-réductrices, en absence d'oxygène, vont dégrader cette matière organique, vont utiliser les sulfates de l'eau mer, il y a énormément de sulfates dans l'eau mer, et vont libérer des sulfures sous forme d'azote. Ces sulfures dans la colonne d'eau ont deux options possibles, soit ils vont s'oxyder en sulfate naturellement par l'oxygène contenu dans l'eau, soit ils vont être utilisés par des bactéries, cette fois-ci qui sont à l'opposé, qui sont des bactéries sulfo-oxydantes, et qui vont oxyder ce sulfure. Et vous avez une espèce de boucle comme ça qui va tourner, avec une zone qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle l'interface oxyde-anoxyde, où en fait vous allez avoir deux gradients qui vont se superposer. Un premier qui est un gradient d'oxygène. La colonne d'eau est parfaitement aérobie. Quand vous arrivez dans l'interface oxyde-anoxyde, il y a un gradient pour arriver progressivement jusqu'à de l'anaérobie. Et en chose inverse, vis-à-vis du sulfure. Et dans nos mangroves, je parle des mangroves des Antilles, on va dire qu'il n'y a pas de marée. Cette zone oxyde-anoxique va être extrêmement riche en microbiologie de toutes sortes.
Et c'est à ce niveau-là qu'on a rencontré la petite bébête qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà à quoi ça correspond. Pour vous donner une ordre d'échelle, la feuille que vous avez sur le fond, la feuille que c'est sur le fond marin, une feuille de palétuvier, ça fait 8-10 cm de long. On trouve certaines feuilles, ça peut être recouvertes de grands filaments blancs. Moi, à la base, travaillant dans les milieux de mangrove, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la couleur blanchâtre. Pourquoi? Parce que les bactéries sulfo-oxydantes vont avoir tendance à internaliser le sulfure sous forme de réserve et du supplémentaire, qui donne une couleur blanche. Donc, au départ, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on va regarder ce que ça peut être. Vu la taille, je ne suis pas parti sur la bactériologie. J'étais plutôt parti, je crois, sur les champignons, sur des choses un peu bizarres de cet endroit-là. On n'était pas allé beaucoup plus loin que ça. Vous voyez la forme que ça peut avoir. La base est fixée sur la feuille, ça fait une espèce de courbe comme ça, et vous voyez vers la fin. Ça fait comme un chapelet ou des petits boudins, comme vous voulez, avec des formes qui peuvent se détacher. La longueur peut être relativement grande pour ce genre de choses, puisque les plus grandes qu'on a observées faisaient à peu près de l'ordre de 2 cm comme structure, ce qui est relativement long quand même. Autre photo, donc vous voyez que sur une même feuille, je peux avoir de tout petits morceaux, je peux avoir, alors, je ne sais pas si ça va marcher, je pense pas. On peut voir des toutes petites, je regarde si ça marche. Forcément non. On voit des toutes petites structures en bas, vous voyez, blanchâtres, juste devant. Les intermédiaires et les grandes se terminent par ce système ordinaire. Donc, une des questions, c'est de savoir est-ce que c'est la même espèce, est-ce que c'est plusieurs espèces, est-ce que c'est la petite qui va donner la plus grande, enfin bref, voilà, un petit peu tout ça. Donc, ces bactéries, vous voyez, on a un filament tout seul. Des fois, ça fonctionne plus ou moins par paire. Il y a un petit peu des choses comme ça, un peu rigolotes à regarder. Si vous regardez une microscopie électronique à balayage, la partie terminale sous forme de boudin, comme ça, quand vous la regardez à plus fort grossissant, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument rien en surface qui vient coloniser ces bactéries. Pourtant, elle est issue d'un milieu qui est très riche en microbes de tout genre, en matière organique en suspension. Pourtant, il n'y a rien à la surface de ces structures un peu particulières. Vous voyez la forme qui fait penser un petit peu d'un créole. Au début, on voulait, enfin, en tout cas, on voulait s'épublier la bactérie sous le nom d'espèce Creologlutinus, en répondant en notation et combien de créole. On s'est dégonflé, on a pris un nom plus classique, on l'appelait Magnifica, c'est pas mal aussi, mais ça ne donne pas forcément cette notion de boudin qu'on peut avoir ici. Bref, donc voilà à quoi ça ressemble. En tout cas, en microscopie électronique, rien en surface. Quand on a fait de la microscopie électronique à transmission, il n'y a pas de noyau à l'intérieur, il n'y a pas de mitochondrie, il n'y a rien qui fasse penser à une structure eucaryote. Donc l'idée de partir sur du procaryote et à aller se dire, ben, c'est peut-être une bactérie ou pas. Donc pour arriver à ça, les bactéries qui forment des grands filaments, ça existe. C'est simplement des colonies de bactéries, les unes derrière les autres, comme un peu les perles. On va avoir un filament qui est très très long, en fait, c'est des milliers de cellules, les unes derrière les autres. Comment est-ce que ça a été tranché? Par du marquage membranaire. En fait, vous avez un fluorochrome, faire simple, qui va venir marquer la membrane. Ce que vous avez ici, en vert, du coup, c'est la membrane en périphérie. Et ce que vous observez sur cette photo, c'est qu'il n'y a aucune striation verticale, je n'ai pas de séparation verticale. Potentiellement, j'ai bien une seule et même cellule. Quand vous allez sur l'intégralité d'un filament, donc sur 1 cm ou plus, vous voyez que de la base, qui est sur la gauche de la photo, jusqu'à l'apex, qui est sur la droite, je ne vois toujours pas de séparation verticale. Donc la conclusion, ça paraît simple comme ça, mais ça prend pas de temps pour arriver à être sûr de ça, c'est pouvoir dire que j'ai un filament qui peut faire jusqu'à 2 cm de longueur et qui n'est donc qu'une seule et même cellule. Pour les gens qui ne sont pas en microbio à la base, pour vous donner un peu l'identité du problème qu'on avait, c'est comme si on voulait décrire qu'on avait trouvé une population de primates qui fait à peu près en moyenne 2 fois la taille du reste. Il faut être sûr de soi quand vous allez annoncer ça, de manière à ne pas pouvoir passer devant un charlot en disant oui, vous avez vu quelque chose, vous êtes tenté, c'est énorme. Après, la taille ne fait pas tout. C'est quelque chose qui peut être important, mais il n'y a pas que ça. Vous donne une identité en comparaison. Vous partez de la gauche sur le plus petit jusqu'à la droite le plus gros. Vous voyez qu'une bactérie normale, ça fait de l'ordre de 2 microns. Les plus grosses bactéries qui étaient connues jusqu'à présent, qui étaient le Syntyre margarita, c'est plus de l'ordre de 700 microns. C'est déjà gros pour les plus grosses, mais une moyenne à 200, 250. Et par contre, on arrive sur la tumeur margarita, les plus longues qu'une bouche, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Pour vous donner une idée concrète, c'est comme si vous arrachez ici, c'est à peu près la taille d'une bactérie de tumeur margarita magnifica. Donc c'est visible à l'œil nu, vous la voyez avec un masque, vous allez dans l'eau, si vous tombez dessus,
C'est à peu près cette taille-là, ça vous donne cette ordre. Donc l'idée, c'est que c'est tout petit à la base, c'est un des petits boudins qui est en surface qui va se détacher, se planter sur une feuille, grossir petit à petit, et vous redonner comme ça des cycles différents. Alors, pourquoi est-ce qu'on est sûr que c'est une bactérie? C'est simplement par des analyses génétiques ou génomiques. Quand vous faites ce travail-là, là c'était sur du génome, on a bien un Tumorgarita magnifica qui est dans un groupe de Tumorgarita, qui est dans un groupe avec d'autres bactéries sulfooxydantes, des gamma-protéobactéries. Bref, pour faire simple, c'est une bête bactérie, simplement, elle a une taille considérable. On ne peut en aucun cas considérer que c'est un chaînon manquant entre les prokaryotes et les eucaryotes. Ça reste une bactérie, une gamma-protéobactérie. Très grande taille, mais une bactérie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a pas d'autres intérêts. La taille, c'est une chose, mais vous avez aussi derrière la taille du génome. En jaune, vous avez les tailles de génome de virus. Vert et bleu, des bactéries standards. Je vais essayer d'avoir un point noir, j'ai un pointeur qui est à peu près autour en haut là-bas, avec cette bactérie a un génome qui est plus grand que certains génomes d'eucaryotes, notamment des génomes de champignons, des choses comme ça. Donc, ça la place vraiment sur quelque chose d'un peu particulier. Du coup, elle va coder beaucoup plus de protéines qu'une bactérie normale. Une bactérie normale va coder pour, on va dire, un peu large, 4000 gènes. Ici, on est aux alentours de 11 800, donc 3 fois plus qu'une bactérie standard. Et surtout, elle a quelque chose de très particulier. Alors, je ne sais pas, vous avez au moins tous fait des études jusqu'au lycée. Alors après, vous avez tous appris qu'une cellule, elle a un ADN qui est enfermé dans un noyau, etc. Et qu'une bactérie a une copie d'ADN, puisqu'on parle de cellules haploïdes, et c'est tout. Tumorgarita magnifica a de 700 000 à 1 million de copies de son ADN par cellule. Donc non seulement elle a une très grande cellule, mais en plus elle a un génome qui est très grand et elle a la capacité d'emmagasiner un très très grand nombre de copies de son génome. Donc elle est polyploïde. Ce n'est pas tout à fait normal. Si on veut vulgariser tout simplement, dans une cellule de Tumorgarita, vous avez plus d'ADN que dans une de nos cellules, avec notre multitude de chromosomes, etc. etc. C'est quelque chose de vraiment très très particulier. Donc, très grande taille, gros génome, énormément de copies de ce génome qui vont être stockées dans la bactérie. Et donc, on va analyser un petit peu sur la structure de cette bactérie-là. Donc, vous avez ici une coupe en électronique de transmission. Donc, vous avez vu que la bactérie dans l'eau, elle est pas nageante, mais elle est comme ça en équilibre, on va dire, elle est dans l'eau, elle n'est pas poussée sur le fond. Comment est-ce qu'elle va tenir en surface? En fait, tout l'intérieur de la cellule, de cette cellule gigantesque, est occupé par une vacuole qui est riche en pâte. Donc la densité de cette vacuole n'est pas tout à fait la même que celle de l'eau de mer qui est autour, ce qui fait que sans effort, ce géant bactérien va être capable de tenir dans la colonne d'eau. C'est un premier point. Deuxième point qui est important, en modélisation de bactéries, les gens vous disent qu'on ne peut pas avoir des cellules de grande taille, tout simplement parce que la diffusion des solutés au niveau d'une cellule prokaryote ne peut pas dépasser 50 à 60 micromètres. Donc, comment avoir une cellule de 2 cm si je ne peux pas avoir des solutés qui peuvent diffuser de là 60 micromètres? La réponse, vous l'avez là. Si 90% de la cellule est représentée par une grosse vacuole remplie de nitrate, en fait, la diffusion des solutés ne va se faire que sur la périphérie de la cellule. Donc, c'est un moyen de régler le problème. Elle est dans l'eau avec des points de densité différents. C'est des choses qui font de la plongée. Donc, vous avez équilibré à peu près de 700 kg entre deux sous, c'est pas d'effort à faire, c'est le même principe. Et la diffusion est réglée avec la présence de cette très grande vacuole. Ensuite, on a fait un petit peu de microscopie électronique de la caractérisation des éléments, tout simplement la couleur blanche. Pourquoi peut-elle être liée? On passe en microscopie électronique à balayage avec vous voyez qu'il y a un pic de soufre. Et quand vous regardez même rapidement, vous voyez la photo en haut à gauche, celle qui est en bas à droite, on voit bien que tous les granules qui apparaissent en blanc correspondent en fait à des granules de soufre élémentaire. Donc ça nous indique fortement que c'est une bactérie sulfooxydante. La génomique le confirme aussi, parce qu'on a tous les gènes qui vont intervenir dans ce métabolisme-là. Donc on sait que c'est une bactérie sulfooxydante. Classique. Enfin, un des points importants qu'on va aussi avoir, qui va nous intéresser ici, vous voyez sur la photo de droite, on a l'impression d'avoir des structures qui sont enfermées par une membrane. On s'est longtemps demandé à un moment donné si c'était des bactéries intracellulaires d'autres bactéries. C'est déjà quelque chose de très intéressant. En partant par des techniques de hybridation, on s'est aperçu qu'en fait, non, c'était également du Tumorgarita magnifica. Donc, comment expliquer ces structures-là? Ça va être relativement simple. Vous avez ici du marquage, par exemple, sur les photos D et F,
En rouge, c'est un marquage de membrane. Au milieu, en E, c'est le marquage de l'ADN. Et vous voyez que cet ADN va être condensé en petites boulettes. Et ces boulettes, en fait, sont clairement surimposées sur la partie membranaire. C'est ce que vous avez en dessous au microscope électronique, c'est-à-dire qu'on a bien une membrane qui renferme l'ADN de la bactérie plus les ribosomes. Et c'est là la grosse particularité de cette bactérie qui est intéressante, c'est qu'elle va être capable de compartimenter de l'ADN. Et pas que de l'ADN tout seul, de l'ADN avec des ribosomes. Et si vous allez sur le papier qu'on a publié en Science, ces vésicules, ces structures sont également capables de faire de la synthèse protéique. Donc on a quelque chose de très particulier. En lycée, vous apprenez, on apprend tous que l'ADN compartimenté, c'est forcément une cellule eucaryote. Et bien non, la preuve, tumor agarita est capable de compartimenter son ADN, de l'enfermer dans des structures avec des ribosomes et de faire la synthèse protéique à ce niveau-là. Donc il y a une compartimentation de l'ADN. C'est vraiment quelque chose de très, très particulier. Alors, je ne sais pas si du coup ça a marché, si David, tu as vu. Oui, ça marche. On a marqué ces structures en bleu, vous avez un bout du filament, et vous voyez toutes ces structures qu'on a appelées des débats. En fait, vous en avez mais des milliers tout le long des filaments. Donc, c'est quelque chose de très important en périphérie. Ce qu'on ne sait pas encore de façon certaine, si tous ces pépins sont indépendants les uns des autres ou est-ce qu'ils sont reliés les uns aux autres. On n'a pas encore cette information, on travaille dessus, mais globalement, vous avez vu la richesse de ces pépins. Il y en a énormément tout le long du film. Alors, il y a encore plein de questions qui se posent. Si on fait un schéma rapide du tumor agarita, je vais couper à peu près au milieu. Vous avez donc des granules de soufre qui donnent cette couleur blanche, la grande vacuole centrale sur la gauche colorée, les pépins avec le grossissement entre les ribosomes et l'ADN, et forcément la diffusion des solutés qui vont passer à travers cette membrane. Ça fait vraiment une structure très, très particulière. Et histoire de ne pas vous embêter trop longtemps non plus, une des questions, c'est de savoir est-ce que cette cellule, cette tumor agarita magnifica, est-ce que c'est la seule qui a cette particularité-là? Donc en gros, est-ce que c'est un accident évolutif qui fait un point, ou est-ce que c'est quelque chose de plus général? Et toujours dans le nombre, on est parti essayer de travailler sur ces structures que je vous ai montrées, un peu blanches, sous forme de tapis. Quand vous grossissez un tout petit peu, vous voyez, ça fait des filaments de toutes formes. Je grossis encore un tout petit peu à l'albino. J'ai des filaments, pour faire simple, blancs. Ce sont des bactéries sulfooxydantes. Et j'ai des filaments qui sont un peu verdâtres, marron. Ce sont des cyanobactéries. Si je vais travailler là-dessus, simplement pour rechercher les pépins, c'est ce qui va m'intéresser. Vous avez ici un filament. Donc, vous voyez, par rapport à tumor agarita, on voit bien les cellules surimposées les unes aux autres. Mais ce qu'on voit très bien aussi, c'est que là, la coloration concerne juste l'ADN, c'est ça le on voit clairement qu'on a également cette condensation de l'ADN sous forme de pépins. On vérifie qu'on a les membranes, etc. Et en fait, la réaction qu'on voit, on est arrivé à montrer qu'on avait jusqu'à 5 genres bactériens qui étaient concernés par cette compartimentation d'ADN. On a un genre révélatoire et isobligatoire, ça c'est des bactéries filamenteuses dans celle qui est illustrée ici. Tuberculose, c'est une bactérie désirée qui fait à peu près 50 micromètres, qui contient aussi ces pépins. La chromatium est plus petite, elle fait 20-25 micromètres, elle contient aussi ces pépins. Toutes ces bactéries-là, par contre, font aussi la polyploïdie, elles ont à peu près 1000 à 10 000 copies d'ADN par cellule. On a l'impression que cette polyploïdie, soit elle autorise la formation des pépins, soit c'est la capacité de faire des pépins qui permet d'avoir cette polyploïdie. On n'est pas encore clair là-dessus. Et on a trouvé aussi qu'on avait une cyanobactérie qui avait également la capacité à faire ces pépins. Donc tout ça pour dire que la taille du tumor agarita magnifica est quelque chose d'intéressant. Et ce qui nous intéresse, entre autres, actuellement, c'est de vérifier si cette compartimentation de l'ADN est beaucoup plus répandue dans le monde microbien que ce qu'on pensait jusqu'à présent. Et le premier résultat en cours montre que ça devrait être. Après, elle pose d'autres problèmes, d'autres questions. Vous avez vu au début, il n'y a pas de bactéries environnementales posées sur le filament. Qu'est-ce qu'elle sécrète comme produit qui empêche l'adhésion bactérienne? C'est une possibilité. Il y a la division cellulaire qui est inhibée, comment elle est inhibée. Il peut y avoir de l'utilisation cellulaire. Il y a plein de questions qui se posent. On est au début de l'histoire, mais il y a de quoi faire une douce de bactéries. Normalement, je ne vous en dis pas plus que ça. C'est juste la vision du labo, puis juste devant quand il fait beau. Aujourd'hui, c'est un peu plus mauvais que ce qu'on avait. Merci. Très bien, merci professeur. En gros, est-ce que vous avez des questions?
Bonjour et merci Olivier pour cette présentation passionnante. Vraiment un super modèle d'étude, c'est le bactérigéance. Donc, moi je me posais dès le départ des questions sur le coût métabolique. Je ne sais pas si tu as pu regarder. Bon, déjà, on voit qu'on a une division de la croissance de la division cellulaire, mais c'est aussi, ce sont des bactéries qui ont un rôle dans l'environnement. Comment ça se joue en fait, l'abondance des bactéries, vitesse des divisions. En gros, c'est ça. Oui, son rôle dans l'écosystème. Il y a un coût métabolique de tout cet ADN, de tous ces pépins, de toutes ces cellules géantes, de tous ces marqueurs. Est-ce que tu arrives à regarder ça? Oui, beaucoup de questions très embarrassantes. Je n'ai pas de réponse à tout. Alors, typiquement la croissance, par exemple, on ne maîtrise pas bien, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Par exemple, depuis qu'on a publié le papier depuis le mois de juin, j'en trouve très peu. On a trouvé de temps en temps les bouquets de Margarita. J'en ai revu un il y a 10 jours, après il n'y a plus rien. Les bouquets disparaissent assez vite, donc on ne sait pas trop si on peut en trouver tout le temps beaucoup ou si c'est par épisode. Ça, c'est un premier point. Sur la croissance, en labo, quand on arrive à les maintenir sur des systèmes de flux continu, comme des systèmes de batch, on est arrivé à avoir des croissances de l'ordre de 100 à 150 micromètres par jour. Donc on voit grossir les filaments, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, la partie terminale du filament se décroche et partent avec le flux. Donc, si c'est de la croissance, mais qu'on n'arrive plus à mesurer, c'est-à-dire qu'on a un filament qui va rester à une taille donnée, mais on sait qu'il perd de la croissance, enfin, nous, on ne la voit plus, parce que les bulletins vont étendre. Dans l'environnement que j'ai accès régulièrement quand même, on ne les voit pas pendant très longtemps. Je pense qu'elles doivent être présentes, mais sur une toute petite taille, pas visible avec un masque quand on se balade comme ça. Et quand on les voit à grande taille, je ne pense pas qu'on arrive à les garder plus de 15 jours, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'elles deviennent sur très grande taille, et d'un moment, elles doivent émettre leur quotidien et finir par disparaître. Mais c'est qu'une sensation comme ça. Je sais pas. Justement, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir mettre des caméras in situ sur un bouquet et pouvoir, alors pas forcément filmer le 14/24, mais au moins faire des photos de façon régulière et voir comment évoluent ces filaments in situ. Parce que quand on les prélève, on les ramène de la bombe, forcément, on les perturbe. Et derrière, on ne sait pas trop ce qu'on voit. Mais l'idée, quand on arrive à mettre des caméras sur place, c'est de se fixer sur une feuille, comme je vous ai montré, dans le bouquet, et voir comment va évoluer tout ça, in situ dans le temps. Donc, je n'ai pas encore beaucoup de réponses par rapport à moi. Le rôle dans le milieu, c'est sur qu'elles fixent ces cellules. Elles sont autotrophes, elles utilisent des sulfures. Normalement, elles sont relativement tranquilles dans l'environnement de la raison. Oui, bonjour. Deux questions liées au départ. Comment vous expliquez, comment t'expliques qu'on puisse avoir des pépins dans des batteries plus petites? Parce que là, ça s'expliquait un peu pour la taille, selon la taille, mais voilà. Donc pourquoi il y en aurait chez des batteries plus petites? Et est-ce qu'il y en a chez des modèles un peu qui se rapprochent de le bactérien plus, par exemple? Alors, je pense que les pépins, mais ça aussi c'est une piste de réflexion, seraient plus liés à cette polyploïdie. Parce qu'on a des cellules qu'on trouve en gros, sphériques, qui ont une centaine de copies d'ADN, et sur ces petites-là qui sont semi-duologues, on ne voit pas les pépins. Par contre, quand on a plus de copies de génome, là on voit les pépins. Mais est-ce que c'est une fausse piste? Je ne sais pas. Mais pour le moment, moi j'irais plutôt sur ce sens-là, on va dire, mais c'est peut-être complètement faux. Après, la deuxième question, c'est futur. Il y a des bactéries comme les bactéries qui ont une partie qui s'adapte au support, une partie distale qui se divise, ça ressemble à Je n'ai pas la main sur ce modèle-là, je ne sais pas. Et ce que moi j'espère réellement, c'est qu'assez vite, on puisse voir des gens qui vont regarder sur des modèles qui sont à proximité, qui ressemblent, parce que là, on a des bactéries filamenteuses qui ont des pépins. On a des bactéries sphériques, toutes seules, de 30 à 50 microns, qui ont des pépins. Ce n'est pas forcément des grands filaments qui ont forcément ces pépins-là. Je pense plus, sincèrement, c'est sur la polyploïdie. Si on a des centaines de copies de génome, à ce moment-là, il y a peut-être besoin par la cellule de compacter tout ça, de condenser tout ça, et les enfermer dans des pépins. Mais la seule chose, c'est que les pépins, ce qu'on a vu pour l'instant, il y a des ribosomes qui sont associés, donc une activité derrière. Il y a un papier, je crois, qui est en cours c'est un moment qui est déposé sur BioArchive. C'est un des labos qui était concurrentiel, et qui en fait a montré que dans ces pépins, on a aussi une synthèse de peptides oméga. Donc ça montre qu'il y a synthèse, et là, pour le coup, c'est synthétisé de la paroi. Donc, pour des grandes bactéries, ça a peut-être un sens, pour des bactéries de 50 microns, peut-être moins. Enfin, c'est un début de l'histoire, il faut arriver à avancer dans le français. Je crois que j'ai personne qui a réponse.
Bonjour Émilie. Hello. Merci pour la présentation. Alors, c'est une question un peu plus basique, mais du coup, quand on voit un peu l'aspect de tes filaments, c'est un genre de tapis. Est-ce que c'est une organisation structurelle où tu as un filament qui est fixé et après, on a plein partout autour des apparences musculaires, on a l'impression d'un tapis, ou est-ce que tu as l'impression que ça forme plutôt un biofilm? C'est le jeu du temps. Ouais, c'est ça. Thomas Maritain, alors elle, Thomas Maritain, c'est vraiment c'est une bactérie qui est fixée. Donc elle est fixée sur son sédiment. On le voit sur la photo, alors je ne sais plus si j'aurais à la remettre, oui. La photo sur on voit la feuille qui est ici, pardon, avant. On voit, ouais. La feuille qui est là, en fait, sur la linéaire, on voit bien filament par filament. J'ai un filament, puis le deuxième, le troisième, etc. Donc là, c'est fixé. Par contre, les photos où on voit, alors c'est pas vraiment du tapis, c'est de la masse bactérienne, ça revient au même, c'est juste un peu différent, dans le sens où là, ça se devait peut-être un peu, en fait, c'est comme si on avait un paquet de moules, en fait. Tu prends une mouille, tu vas la tirer, elle est isolée par rapport aux autres. Par contre, elles s'en mêlent les unes dans les autres et ça finit par faire une surface importante. Par contre, quand on est dans le milieu, il suffit qu'il y ait un poisson qui passe un peu vite, ou un nageur qui fasse juste un mouvement de boxeur, et on voit que cette masse-là, quand la masse d'eau arrive en bas, toute la masse sort en suspension. Par contre, elle ressaisissement, elle se reforme. Plus en fonction de la chimie, je pense qu'il faut que les sulfures qui sont émis, donc elles vont se déplacer dans la zone où les sulfures et former ces petits zones-là. Puis on se condenser un petit peu comme la photo qui est derrière, du coup, on a un plan, je pense que tu vas voir comme ça. On va verra. La photo qui est en arrière-plan, on voit que ça forme des espèces de patchs le long du sédiment qui doivent être plus liés à la richesse en sulfure, je pense. Donc, dans un cas, c'est fixé au substrat, dans l'autre, non, c'est juste posé en surface de sédiment. Très bien. Alors, peut-être une dernière question, si on a. Écoutez, je pense qu'on peut remercier le Merci.